C'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc, comme je vous disais, un format d'échange ouvert. Nous, on n'a pas de questions lors du jour. Je n'ai pas de support de présentation. On peut tout arrêter dans 5 minutes, il n'y a aucun problème. Je pense qu'on a tous du travail. Mais l'idée, c'est qu'en tout cas, on puisse échanger informellement et se poser des questions sur les thèmes de standardisation et d'outils ouverts pour le MAS. Peut-être que alors, je ne crois pas qu'il y ait de questions qui étaient. Il y avait un formulaire pour ceux qui voulaient éventuellement poser des questions. Je ne crois pas qu'on en ait reçu, donc on n'a pas forcément de point de départ. Mais soit on peut alors démarrer s'il y a déjà des gens qui ont des questions à formuler, vous avez envie qu'on traite de ça aujourd'hui. Et sinon, on peut aussi se faire un petit tour de table. Pour seulement dire qui on est. Enfin, moi, j'ai déjà dit qui j'étais, Ghislain Delaby, donc à la Fabrique des Mobilités sur les projets de standardisation masse et d'outils ouverts. Peut-être si l'un ou l'autre veut se présenter et éventuellement introduire une question ou un thème qui l'intéresse pour aujourd'hui, vous êtes les bienvenus. Il y a Thomas Picard qui a allumé sa vidéo, peut-être si vous voulez vous Je suis présenter. consultant en stratégie technologique et je suis spécialiste de la standardisation dans plein de domaines. Donc le sujet D'accord. m'intéresse et la standardisation, c'est un peu mon domaine. Voilà. Eh bien, bienvenue. Ça va peut-être nous apporter aussi des éclairages intéressants. Est-ce que l'un ou l'autre veut prendre la parole pour dire dans quelle perspective aussi il est là ce matin C'est toujours Mais difficile ou simplement amener une question directement, hein, ça peut être le plus simple. je me lance du coup, si ça ne vous Oui. dérange pas. Ah Claire non, rentrez. de l'Abchaguet. Ensuite, je travaille pour la Enchanté. FNOR et je suis la personne qui est en charge d'un groupe sur la normalisation de la mobilité dans les smart cities. Donc, évidemment, on Oui. va traiter à un moment donné de masse. Voilà. Et on est le miroir de travaux internationaux sur le sujet. Tout à Donc fait. moi, je viens ici. Alors c'est vrai que du coup, je fais ma doléance en même temps, j'en profite, hein. Non, mais voir un peu ce qui se fait ailleurs aussi, voir comment on peut bien coordonner tous les travaux. Et nous, on fait vraiment de la normalisation des normes, alors que ici, je pense qu'on va parler de standards, ce qui est plus large que la pure norme. Tout à fait. Absolument. Bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se présenter ou justement poser une attente, une question, quelque chose qui l'intéresse, quelque chose dont vous avez envie de discuter ce matin? Puisque pour rappel, il n'y a pas d'ordre du jour, donc s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter. Bonjour Edouard. Bonjour à tous. Donc Edouard Naï, côté Sisra en charge des nouveaux services de mobilité pour Sisra, qui est une ingénierie. Voilà, et moi je venais ici un peu par hasard. Par contre, on t'entend mal. Aussi voir comment avancer les standards sur le covoiturage. Je sais qu'il y a pas mal de réunions les mercredis matins où je peux pas Oui, assister, j'ai une contrainte. pas Donc de si problème. je peux, je sais qu'il y a eu quelques remous au début sur les. En tout cas, c'est Ouais, assez difficile de converger. Donc voilà, mais à part ça, j'ai pas d'attente ouais. Bah, spécifique. je peux faire un point sur les standards du covoiturage, ouais, puisque en l'occurrence, comment on facilite les groupes de travail sur le covoiturage, effectivement, je pense qu'on peut en parler. Je vais commencer par ça, mais peut-être on peut poursuivre le tour de table s'il y a d'autres personnes qui veulent se présenter et partager des questions de thèmes qu'ils ont envie de voir abordés ce matin. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Bonjour, oui, bonjour Agathe, bienvenue. Donc, je me présente Agathe Savin, je suis consultante chez Kizio, Ok, donc filiale du conseil pour Keolis. Moi, je suis toute nouvelle chez Kizio. Avant ça, j'avais une expérience en mobilité à l'étranger, mais vraiment côté maîtrise d'ouvrage, on traitait de thèmes plus mobilité vraiment active, très douce. ouais. Et après ça, j'ai fait 3 ans dans le domaine de l'aménagement urbain. Ah, très Donc, bien. je suis ici vraiment pour me familiariser avec certaines thématiques, surtout concernant le masque, parce que j'en entends pas mal parler chez Physio. D'accord. Donc, c'est une émotion, évidemment, mais voilà, je suis ici un petit peu pour écouter tout ce qui peut se dire autour de ce sujet et me familiariser un petit peu. D'accord. Mobilité et aménagement urbain, c'est un combo que j'aime bien. Avant, notamment la fabrique, là, avant ce projet masse, depuis l'année dernière, j'ai fait pas mal de mobilité sur des projets d'aménagement urbain, donc ça me parle. Et j'aime toujours ça, même si j'en fais du coup un petit peu moins avec les sujets masse. On peut créer des liens. Bienvenue Agathe. Est-ce que quelqu'un d'autre veut se présenter?
ou présenter un sujet. Sinon, je vais démarrer le covoiturage. Peut-être qu'ensuite, on pourra commencer par parler du covoiturage en termes de standard et peut-être ça suscitera d'autres réactions. Ouais, non, c'est bon, c'est Agathe. Alors, peut-être, parler du covoiturage, peut-être replacer à ce moment-là effectivement le contexte et la trajectoire sur le covoiturage. Ça me fait penser qu'il y a un Meetup Open Transport sur lequel j'ai présenté une ou deux slides sur le covoiturage. Je vais peut-être même les retrouver, qui sait. Et en fait, donc le contexte du covoiturage, c'est que donc c'est une des verticales identifiées dans les travaux du GART, une verticale métier pour dire on a besoin de standards pour faire du masse, pour finalement intégrer ce mode de transport effectivement dans des projets de masse. L'existence, c'est que aujourd'hui, on sait faire de l'information voyageur covoiturage dans des SIM, dans des outils multimodaux, avec deux méthodes existantes en France qui sont en usage. Une qui est issue d'un vieux standard qui a plus de 10 ans, qui s'appelle Airdex, et qui est utilisé par certains opérateurs de covoiturage comme Bobicop, Copgo, avec des clients des collectivités, et qui permet de faire finalement de mettre dans un système d'information multimodale des informations sur les trajets disponibles sur des plateformes de covoiturage. Et puis la méthode la plus utilisée et qui est aussi centrée sur l'information voyageur, c'est une méthode qui a été développée par IDFM, Île-de-France Mobilité, en 2017-2018, qu'ils ont développé avec l'ensemble des opérateurs de covoiturage pour mettre à disposition de via Navigo l'ensemble de l'offre de toutes les plateformes de covoiturage qui le souhaitaient, de manière équitable et donc sur un même format. Et donc, ils ont publié une API qu'on appelle dans le jargon, l'API Carpool d'IDFM, Carpool pour covoiturage, et qui fait globalement bien le job. Et comme à la fois IDFM, évidemment, c'est important, mais du coup, comme tous les opérateurs étaient pris en Ile-de-France, tous les opérateurs l'ont dans leurs produits, cette compatibilité avec cette API, ce qui fait que beaucoup d'autres projets en France ont des projets territoriaux, ont utilisé cette même API qui a été publiée en open source, qui est assez simple, ont utilisé la même API puisqu'elle était disponible chez tous les opérateurs de covoiturage, ce qui fait que c'était facile pour eux de mettre dans un appel d'offres. On voudrait intégrer de l'information sur les covoiturages et du coup, on peut le faire sur la base de cette API puisqu'on sait déjà que ceux qui répondront à l'appel d'offres sont déjà compatibles. Donc, c'est devenu un standard de fait, comme on dit aussi. Il n'y avait pas au départ un processus en tant que tel, même de standardisation qui était porté par les acteurs, mais c'est devenu un standard de fait. Et puis, c'est posé la question l'année dernière, il y a 1 an et demi, 2 ans, dans les travaux du GART, de dire on veut aller plus loin. Le principe, en gros, des standards sur le MAS, c'est de se dire au-delà de l'information voyageur, on veut faire la réservation, pouvoir gérer tout un processus client dans le contexte d'un MAS, avec quelques premières expérimentations de ça. Il y a des choses qui se font à Grenoble, à Nantes un petit peu aussi, qui sont pas du tout standardisées. Et puis, il y a les opérateurs eux-mêmes qui ont des API pour le faire. Donc, du coup, il y a une logique qui est portée par le GART, donc par les AOM, de se dire on a besoin de standards en la matière. Il y a des opérateurs de covoiturage qui ont répondu présents à ça. Il y en a aussi qui n'ont pas embarqué à ce moment-là, en 2020, pour différentes raisons qui tiennent à est-ce qu'ils jugeaient ça prioritaire. En plus, on est en 2020 aussi, donc c'est une année un peu particulière. Et en tout cas, donc, il y a un groupe d'opérateurs, on va dire la moitié des opérateurs de covoiturage, pour faire simple, qui a travaillé sur une évolution qui partait à la fois de l'existant d'Airdex et de l'existant de cette API Île-de-France Mobilité, et qui a créé un truc qui s'appelle Airdex Plus, qui a été publié l'année dernière au printemps, il y a à peu près 1 an. Pour ceux que ça t'intéresse, je vais mettre d'ailleurs le lien. En l'occurrence, on l'héberge à la Fabrique des Mobilités, le code et la documentation de cette API. Qui est complète et qui en fait avait un consensus aussi bien au sein du GART que l'ensemble des opérateurs qui ont participé aux travaux, mais avec la difficulté que comme on avait plusieurs opérateurs et en particulier Blabla Lines, Klaxit et Caros qui avaient décidé de ne pas s'impliquer, mais du coup qui de fait n'étaient pas impliqués et qui en fait du coup portaient pas vraiment ce standard et qui en fait quand il était publié on dit nous ce standard c'est pas qu'on veut pas un standard, mais ce standard, cette forme-là, la manière dont il est fait, ne convient pas sur certains aspects. Donc, c'est le côté OK Edouard un peu, qui est un peu clivant. Voilà. Donc, les choses ont été un peu, on va dire, rebootées cet été, avec
une idée en commun. Ce standard a très bien pu être mis en œuvre par les opérateurs concernés, avec leurs clients, etc. Il y a une attente pour ça. Mais d'un autre côté, le choix collectif qui a été fait, c'était de dire on veut un standard qui, quelque part, se rapproche d'une norme, ou en tout cas qui associe vraiment tout le monde, et que ce ne soit pas juste un standard d'une partie de l'écosystème, même si parfois ça se fait et ça se diffuse. Donc, du coup, il y a vraiment un choix qui a été fait, collectivement, de dire OK, on veut vraiment un standard tous ensemble. Les opérateurs qui n'étaient pas dans la RDF+, ont dit nous, on veut bien participer à un processus de standardisation. Donc, on a repris le processus cet été avec la Fabrique des mobilités du coup, qui a été proposée comme facilitateur de ce processus-là. On a passé finalement l'automne à refaire l'état des lieux, non seulement de l'existant, RDX, RDX+, l'API d'Île-de-France Mobilité, et puis surtout des attentes de chacun, des problèmes exprimés par chacun, mettre tout le monde effectivement sur un langage des objectifs communs, parfois vider un peu son sac tout simplement, avoir des choses à dire, qu'est-ce qui ne va pas dans cette approche, pourquoi ça remet en cause mon modèle économique, pourquoi je me sens... Voilà. Et finalement, on s'est tous mis d'accord sur la fin d'année sur des objectifs partagés et une méthode commune. Une méthode et donc en fait une gouvernance. Donc qu'on a écrite et qu'on a validée tous ensemble. Et en fait, peut-être sur l'aspect processus, on a finalement ce document, en fait, il définit donc ce sur quoi on est d'accord en termes d'objectifs et en termes de méthode. Et en fait, la manière dont on a fait, c'est qu'on a dit tous ceux qui sont d'accord vont ratifier ce document. Et en ratifiant ce document qui sont les règles du jeu et les objectifs, eh ben, on devient de fait membre délibérant, c'est-à-dire membre qui a des droits dans la gouvernance, qui en gros qui vote et qui adopte le standard. Et d'ailleurs, tout acteur peut encore tout à fait rejoindre. On a un formulaire en fait d'embarquement qui permet à un acteur de dire moi je suis d'accord avec cette gouvernance, avec ces objectifs, et je vais embarquer dans le processus pour avoir aussi du coup voix au chapitre. Ce qui est d'ailleurs un appel, enfin il y a plusieurs d'entre vous qui peuvent être concernés. En gros, tout acteur qui est impliqué dans la mise en œuvre du standard, c'est-à-dire soit vous êtes opérateur de covoiturage, vous êtes opérateur de masse, ou alors vous offrez des solutions, vous mettez en œuvre des solutions qui vont utiliser l'API, par exemple un intégrateur, donc ça peut être Sistra typiquement, ça peut être Clisio Digital, pour citer des noms. Et ben, vous pouvez faire partie de la gouvernance du standard, mais ça peut être aussi des organismes de recherche. On a par exemple l'IRT Systemix. Et bien sûr, ça peut être aussi des fédérations qui représentent des acteurs. Ça peut être l'Alliance des mobilités, par exemple, ou ça peut être ce genre de choses, ce genre d'organisation. On a le GART, qui est aussi une fédération qui est impliquée, qui du coup, en fait, c'est à la fois un rôle dans la gouvernance, donc dans la prise de décision, et en plus, c'est une prise de décision qui est très par consensus. Donc globalement, chacun a un droit de veto potentiellement pour s'opposer éventuellement à l'application du standard. Mais aussi, c'est un affichage public de dire j'attends ce standard, j'ai besoin de ce standard et je soutiens son processus dans lequel je suis partie prenante au moins pour l'adopter ou éventuellement. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on a commencé et qui est disponible aussi sur le GitHub de la Fabrique des mobilités. Et c'est un processus qui avance bien, qui avance sur un plan technique. Les objectifs qu'on s'est donnés, qu'on compte tenir, c'est une première version en avril, qu'on appelle informative, c'est-à-dire c'est une version qui sera publiée et disponible pour tout le monde, mais qui n'est pas encore gravée dans le marbre, sur lequel on s'autorise encore une logique d'itération et d'amélioration, et pour le passer dans ce qu'on appelle un volet normatif en juin, qui sera soumis à un vote justement où tout le monde a un droit de veto, pour dire est-ce qu'on est vraiment d'accord pour que maintenant ça devienne une base dans le dur qui n'est pas expérimentale mais qui est vraiment partagée. Et on peut conserver certains sujets, certaines fonctionnalités qui ne seraient pas assez matures aux yeux des uns des autres pour rester en partie informative, donc tout le monde peut s'en servir. Mais il n'y a pas forcément de garantie apportée par tout l'écosystème encore d'utiliser cette fonctionnalité. Mais l'idée, c'est qu'on aura une version 1 du coup disponible en normatif à fin juin, enfin d'ici l'été. Et je vous invite, pour ceux qui, au-delà de la gouvernance, s'intéressent à ce qu'il y a réellement dans le standard, à consulter le code et les discussions qui ont lieu sur le GitHub, et éventuellement pas hésiter aussi à nous poser des questions.
Nous, on va organiser en fait d'ici dans 15 jours environ, on va solliciter un certain nombre d'acteurs qui justement sont des parties prenantes par exemple, comme toi, Edouard, on ne peut pas forcément être dans le groupe de travail au quotidien, enfin, parce qu'on a des groupes de travail hebdo quand même, donc c'est assez dense. Puis tout le monde, et puis ceux qui participent, ils travaillent entre les séances, donc c'est quand même assez relativement dense. Et du coup, par contre, ce qu'on va faire dans 15 jours, on aura des versions un peu bêta qui commencent à se stabiliser. Et du coup, on va solliciter vraiment explicitement, Typhon, je pense, Edouard, on va te solliciter en disant ce serait intéressant que Sistra, vous regardiez ce qui a été fait. Et par rapport à votre expérience de projet, votre expérience de client, des clients que vous avez, est-ce que fonctionnellement et dans la manière de faire, est-ce que est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez des choses à mettre sur la table, dire oh là, attendez, nous, on voit des trucs dans des projets, ça ne va pas par rapport à ce que vous avez mis. On a plusieurs acteurs qui ont déjà pris l'engagement de faire ça. Je pense à Colas, ils nous ont dit hier, nous, on va demander à un architecte fonctionnel qui est sur les projets de faire une review vraiment de ce travail et d'apporter un avis. Et je pense que s'il y a plusieurs acteurs qui font ce travail, ça en sera plus riche et ça élèvera la qualité de ce qu'on fait. En vue de fin avril et peut-être le premier mercredi de mai, d'être capable de faire cette publication. Alors, en tout cas, de la valider. Moi, ce que je peux dire sur le covoiturage. Et il ne faut pas hésiter s'il y a des questions sur le covoiturage. C'est un groupe de travail qui maintenant avance assez bien et qui couvrira tout sur la réservation. Merci, c'est clair. Moi, je pense que quand je m'étais connecté, c'était le moment où tout le monde vidait un peu son Sac, sac, etc. Et du ouais. coup, j'ai un peu pris Alors, en fait, maintenant distance aussi, avec. c'est plus forcément les mêmes personnes, parce que là, on est passé plutôt en mode, c'est vraiment plutôt les CTO. Alors, dans certaines entités, c'est les mêmes personnes, mais typiquement, par exemple, chez Klaxit, par exemple, là, c'est plutôt le CTO de Klaxit, qui est vraiment au quotidien dans la relation de travail. Donc, c'est vraiment d'une autre nature et c'est même beaucoup plus agréable. Mais, enfin, après, il y avait un préalable qui était de se mettre d'accord sur le fond. Mais donc là, on est plutôt dans ce type de relation de travail assez efficace. Et du coup, beaucoup d'interactions sur le GitHub maintenant, puisqu'on est vraiment dans le dur les API, qu'est-ce qu'on met, etc. Et on est plutôt dans vraiment des relations de travail qui disent comment on améliore la qualité de ça, comment les uns les autres s'assurent qu'ils sont capables derrière de l'implémenter. Et donc, certaines questions qui sont assez techniques, mais qui par contre sont vraiment très constructives, quoi. Et peut-être qu'on peut quand même préciser aussi sur la spécificité dans les choix qui ont été faits, c'est qu'on a deux méthodes de réservation qui vont être proposées pour le covoiturage. Il y en a l'une qui avait été décrite dans RDX+, qui consiste à dire qu'un opérateur masse, il peut réserver un trajet chez un opérateur de covoiturage et en fait, il n'y a pas d'authentification de l'usager, du passager. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'opérateur masse qui se substitue à moi, passager, et en fait, l'opérateur de covoiturage n'a pas besoin de me connaître, moi, Ghislain Delaby. Donc ça, c'est une méthode qui a été proposée dans la RDX+, qui ne convient pas forcément à tous les opérateurs de covoiturage, ni même à tous les projets de masse. Du coup, il y a une deuxième méthode qui est proposée, donc il y a deux possibilités, et qui repose sur une évolution des deep links, dans le sens où il y aura déjà de l'authentification, donc l'utilisateur sera authentifié entre les deux systèmes, entre le MAS et le covoiturage, qui permet d'ailleurs de faire le lien avec le standard de compte mobilité qu'on travaille par ailleurs dans un autre groupe de travail, et qui en fait permettra à un utilisateur de dire je veux faire une réservation, il pourra être renvoyé vers l'appli web ou mobile de l'opérateur de covoiturage, mais on prévoit aussi le fait qu'il puisse revenir dans l'appli de masse, donc ça va un peu plus loin que simplement faire un simple deep link, et on va un peu standardiser cette manière de faire, donc qui va quand même apporter de la richesse fonctionnelle et qui va apporter aussi des possibilités pour les deux systèmes d'échanger des données de facturation. Donc entre le MAS et au-delà du deep link, il y a entre le MAS et l'opérateur de covoiturage la possibilité justement d'avoir les bons retours d'informations pour avoir des parcours clients en masse quand même intéressants là-dessus. Donc ça, c'est ce qu'on aura aussi pour le mois de juin. Toi, Edouard, vous êtes sur des projets, j'imagine, Sistra vous accompagner ou sur lesquels vous êtes actif. Tu as des choses où il y a du covoiturage. C'est un sujet que tu perçois important, pas important, attendu? Nous, aujourd'hui, on est plutôt déployé en UK en termes de projet. Ouais. En France, on n'a pas encore concrètement réussi à avoir de premières références, même si Et ça se passe comment d'ailleurs en UK? C'est intéressant parce que j'ai pas forcément de feedback.
Est-ce que c'est le même modèle déjà entre la collectivité et les opérateurs de covoiturage ou pas trop? Et techniquement, ça se fait plutôt Je comment? pense que le covoiturage, c'est déjà assez franco-français en termes de mode de fonctionnement. Et aujourd'hui, le UK est un peu plus en retard que la France sur les projets masse. Il y a eu une sorte d'initiative qui s'appelle Future Transport Zone, FTZ, où en gros, ils ont identifié quelques agglos où ils souhaitaient faire des expérimentations. Et il y a quatre agglos UK qui ont été retenus pour déployer un projet masse dont les premiers résultats devraient arriver, on va dire, courant 2022, et ce qui permettra à d'autres villes derrière potentiellement de s'appuyer sur ces premiers résultats pour déployer une stratégie masse. Donc ils sont beaucoup plus en retard, on va dire, par rapport à la France. Et Et, aujourd'hui, ceux qu'on accompagne, ils sont plus dans les phases d'études amont de quelle est l'ambition et la saveur que je veux donner aux masses, qui je dois mettre autour de la table, quels sont les besoins, et donc on est beaucoup plus sur des études amont qu'aujourd'hui d'accord. sur la mise en œuvre opérationnelle. Et je suis pas sûr que le COVAT, un qui est moins développé Hmm. au UK, euh, soit la priorité à intégrer en tout cas. D'accord. Alors Et, qu'en France, c'est pas le cas, quoi. ouais. Et quand vous travaillez sur ce type de projet, par exemple, est-ce que vous posez la question de justement, est-ce que ça va être des API qui vont être communes à différents projets masse en UK? Est-ce que vous allez chercher des API ailleurs, comme celle de Tomp, ou pas forcément, vous allez les concevoir de manière ad hoc pour le projet Non, on n'est pas encore rentré dans les D'accord. phases. On va débuter les phases de spécification, donc je pense que ces questions-là, elles vont se poser maintenant. Ok. D'ailleurs, un point par rapport à la petite logique européenne, c'est que euh, en fait, il y a une API qui a été développée, on va dire Benelux, et qui se diffuse sur des projets un peu partout en Europe, qui s'appelle Tomp API, Mhm. qui permet de couvrir plusieurs modes de transport, dont potentiellement le covoiturage, qui est assez intéressante. Euh, et même on aurait pu envisager d'ailleurs de la réussir dans le contexte français. Simplement, on a un contexte français où, pour le coup, sur le covoiturage, effectivement, en tout cas, c'est un des pays à la France où le covoiturage, même du quotidien, est effectivement assez soutenu par les collectivités, enfin assez actif plus que dans d'autres pays. Ce qui fait qu'on a ce contexte, on a cette API Île-de-France Mobilité sur l'information voyageur qui est existante, qui fonctionne, qui est en œuvre dans quelques dizaines de collectivités quand même, hein, donc c'est assez conséquent. Et ce qui fait qu'il y avait une vraie attente et notamment qui était porté par Clexit, Caros, Blablacar, un de leurs arguments qui était pour moi pas factice, hein, qui était réel, c'est de dire OK pour un nouveau standard et quelque chose qui vient enrichir le MAS, tout ça, mais c'était important à leurs yeux qu'il y ait cette rétrocompatibilité avec l'existant parce que c'est en œuvre dans 40 ou 50 systèmes. Euh, et du coup, on s'est imposé une rétrocompatibilité stricte sur la partie information voyageur. On a des enrichissements, on a des nouvelles choses, mais en gros, le, le- les appels API seront les mêmes sur la partie information voyageur sans changement par rapport à IDFM. On a juste des choses en plus, puis après, bien sûr, on rajoute la réservation et d'autres fonctionnalités. Et c'est une particularité qui illustre aussi les problématiques autour des standards. Hein. Et le débat même européen à un moment donné, est-ce qu'il faut une seule API ou pas et comment on arrive à ça. Et je pense que c'est un vrai sujet. Par contre, ce à quoi on travaille, c'est comment cette API, elle pourra être compatible d'abord avec les normes sur les données, comme les textes, pour éventuellement pouvoir Mhm. produire de la donnée plutôt sous forme de fichiers sur l'offre de voyage, même si c'est rarement utilisé dans le covoiturage. Et aussi, éventuellement, le pont avec des API comme Tomp en disant, bah, OK, l'API texto, elle n'est pas, dans le verbatim, elle n'est pas identique. Après, dans la logique, il y a beaucoup de proximité. Donc, en fait, on peut aussi créer des ponts de l'un à l'autre assez facilement. En tout cas, c'est ça qu'on va travailler. Alors, j'ai une question d'Elsa, le mieux. Dans les différentes démarches de standardisation d'interface d'échange de données que vous avez pu suivre, comme l'API covoiturage, comment le sujet RGPD est-il pris en compte? Alors, ça, c'est un sujet important pour beaucoup de monde, qui revient souvent. Euh, je dirais que dans les parties vraiment les standards d'interface, c'est-à-dire sur le covoiturage, et on a une chose sur les nouvelles mobilités, autopartage, free floating, vélo libre-service, stationnement aussi. En fait, on est amené souvent à faire référence aux questions d'authentification et de données utilisateurs qui ne sont pas toujours gérées directement dans le standard, notamment parce qu'il y a un standard qui est en cours de travail, hein, qui s'appelle compte mobilité standardisé,
qui vise à unifier la manière dont on décrit les données clés d'un compte mobilité et comment on se les échange entre systèmes. Et c'est là où, du coup, les thématiques RGPD sont plus fortes et peuvent être plus fortement traitées. Avec, je pense, quelque chose pour moi, sur lequel il faut être vigilant, c'est que je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a un standard qui permettrait d'être RGPD compliant, quoi. Je pense que ce n'est pas une bonne compréhension des choses, parce que ce n'est pas le standard qui fait la compatibilité RGPD. Par contre, le standard, notamment les données qu'on stocke, la manière dont on les échange, elle doit permettre à quelqu'un qui met en œuvre un système d'avoir une politique RGPD, qui soit une politique de gestion des données privées qui soit compatible au RGPD. Donc, typiquement, il faut pouvoir suivre la traçabilité de certaines données, il faut pouvoir permettre des méthodes d'anonymisation, etc. Donc, le standard, il a un rôle à jouer par rapport à ça parce qu'il définit le champ des possibles. Donc, il doit pouvoir permettre de communiquer sur qui est un responsable de traitement, qui est la source de telle information, éventuellement pouvoir demander à un tiers, justement, peut-être de modifier une information dans le cas d'une politique RGPD, ce genre de choses. Le standard, il doit rendre ça possible. Après, c'est les systèmes qui vont utiliser ce standard qui, eux, vont mettre en œuvre une politique RGPD et qui vont servir du standard comme un outil pour le faire. Et pour le coup, c'est un sujet effectivement qu'on traite sous cet angle-là dans le standard 10 CMS, donc compte mobilité standardisé. Et ce n'est pas le mercredi matin, c'est le mardi matin. Tous les jours, j'ai un groupe de travail et le vendredi, c'est autopartage VLS pour ceux qui s'intéressent au groupe de travail. Donc voilà ce que ça donne un petit peu, quoi. Et dans une API comme covoiturage, du coup, on délègue ça. La partie authentification et échange de données personnelles sont largement déléguées au standard CMS. Et après, parce que dans le standard covoiturage, on fait référence uniquement à des identifiants éventuellement qui passent, mais qui du coup sont le fruit de choses qui se passent ailleurs, quoi. Ouais. Donc Yann a proposé une petite cartographie sur les projets. Donc, j'ai proposé une cartographie en réponse à la question de Claire sur le recensement des masses en France. Et il y en a une question de Marcus Meyer. Tout à fait, donc c'est l'Observatoire du MAS qui déjà depuis au moins 2 ans, peut-être 3, avec Laurent Chevreau notamment du CEREMA qui est fortement impliqué dessus, qui assure ce recensement des projets MAS en France. Peut-être ce qu'on peut préciser au passage, c'est qu'on a un travail qu'on est en train de lancer qui est pas un recensement des masses, mais plutôt un recensement de qui va utiliser les standards et sous quelle forme. Puisqu'on parle de standards qui sont évidemment d'applications volontaires, on est les uns et les autres, finalement, pour se lancer dans l'adoption d'un standard, ont besoin de comprendre jusqu'à quel point ça va être utile. C'est-à-dire, si vous faites un MAS, vous avez besoin de savoir jusqu'à quel point les opérateurs vont adopter le standard, parce que ça ne vous sert à rien de vous mettre sur le standard si les opérateurs que vous voulez intégrer n'ont pas le standard. Mais quand vous êtes opérateur, par exemple, de covoiturage, si vos clients, ville, AOM, n'utilisent pas le standard, ne le mettent pas dans leur appel d'offres, ce n'est pas très intéressant pour vous d'avoir fait évoluer votre produit en conséquence. Donc, il y a vraiment un besoin d'informations partagées. Donc, ce qu'on est en train de lancer, c'est de concevoir et de lancer. On sollicitera un peu l'écosystème pour réagir avant le lancement, mais c'est un baromètre qui, en fait, on va poser la question à tout le monde individuellement, de nous dire, voulez-vous nous dire ce que vous pensez de ces différents standards, ce qu'on évoque en ce moment sur les différents sujets. Est-ce que vous pensez l'adopter, soit dans vos projets ou dans votre produit, dans votre service, et à quelle échéance? Est-ce que vous l'avez déjà intégré, ce qui est vrai pour les services de bande de recharge, il y a déjà un standard au CPI qui est disponible. Est-ce que vous pensez l'intégrer dans le court terme en 2022 ou plutôt dans un moyen terme, 2023, ou vous pensez l'adopter mais vous ne savez pas quand, ou non, vous ne pensez pas l'adopter? Et l'idée, c'est de partager cette information. Hein. C'est un peu comme dans la campagne électorale, c'est très à la mode avec les candidats de faire ce type d'approche, mais vraiment de partager, d'avoir l'information partagée et de part et d'autre pour que chacun comprenne jusqu'à quel point c'est intéressant d'avoir les standards et pourquoi il peut y aller parce qu'il ne va pas être tout seul à y aller, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. C'est à destination des villes ou des fournisseurs? Et bien justement, les deux côtés. De solutions. Des deux côtés. En gros, c'est même il y a au moins 3 acteurs. Il y a les opérateurs de mobilité, donc opérateurs de covoiturage, d'autopartage, tout ça. Il y a les AOM, en gros, et ceux qui opèrent des masses privées, je ne sais pas, SNCF, MAPI, tout ça. Et puis, on va aussi solliciter les acteurs qui sont un peu entre les deux, ceux qui
pour mettre des solutions. Par exemple, vous m'entendez toujours? Un petit problème de connexion internet. Type Instant System, CityWay, qui ont eux vraiment des produits pour mettre en œuvre un MaaS et qui sont souvent amenés à travailler sur des connecteurs ou qui construisent des comptes mobilité. Et l'idée, c'est de leur dire, voilà, est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez prévu d'être dedans? Il se trouve que beaucoup de ces acteurs sont impliqués dans les groupes de travail, en fait. Donc, Instant System, il porte le groupe de travail autopartage. Donc, j'imagine bien qu'ils vont avoir une réponse intéressante à cette question. Enfin, mais l'idée, c'est vraiment d'apporter cette visibilité-là aux uns et aux autres. Pour celui qui fait un cahier des charges, qui sache est-ce qu'il peut vraiment demander le standard parce qu'il va avoir des bonnes réponses, et celui qui va faire évoluer son produit, est-ce que c'est le bon mouvement? Un problème de connexion? Ouais, ça bug. Un petit peu perdu, mais ça va. C'est le problème quand je suis à Paris. Alors, vous m'entendez ou pas, ou c'est perdu? Oui, c'est bien. Je vais couper ma ça va, vidéo, ceci dit, je vais couper la vidéo. Alors, il y a une question de Marcus au CFF en Suisse et pour l'Office fédéral de transport suisse. Petit projet, attention. Avec le nouveau standard TUMP, excellent choix. Si on recherche un standard plus avancé pour une masse multimodale et interopérabilité roaming, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense beaucoup de bien de TUMP. On a des échanges réguliers avec plusieurs acteurs impliqués dans TUMP. On avait une table ronde sur autonomie d'ailleurs il y a 10 jours avec plusieurs personnes impliquées dans TUMP. Moi, je pense que c'est une excellente initiative qui a l'avantage d'avoir déjà un début de maturité, puisque TUMP, en fait, peut-être même pour l'historique, a été lancé. Le travail a démarré en 2019, fin 2018-2019 aux Pays-Bas, parce que les Pays-Bas ont fait un peu comme le UK. Ils ont dit on finance 7 projets MaaS dans des différentes villes. Et ils ont dit par contre, l'une des conditions, c'est que les projets ils sont différents, mais techniquement, si vous pouviez partir sur des API communes pour qu'on ne finance pas 7 trucs différents et qui derrière ne seront pas compatibles, ça en tout cas, on en met le prérequis au financement de ces projets. Du coup, les acteurs sont mis autour de la table pour avoir l'argent, pour se dire, OK, on va se mettre d'accord sur un standard. Et donc, c'est top. Merci d'avoir mis le lien et qui est bien documenté en ligne. Du coup, l'avantage de ce standard, c'est qu'à partir de 2020, il y a des implémentations dans des vrais projets aux Pays-Bas, mais pas que, un peu partout ailleurs. Réel qui tourne. Donc, il y a déjà 2-3 ans de recul, d'expérience accumulée dans TUMP, qui est du coup très intéressante. Et TUMP couvre bien plusieurs domaines de la mobilité. Globalement, tout ce qui est nouvelle mobilité, donc tout ce qui est covoiturage, autopartage, tout ce qui est en free floating, les vélos, les trottinettes, ça couvre vraiment bien. Ça pourrait couvrir du stationnement et en théorie, ça peut couvrir aussi le transport en commun, même s'ils reconnaissent eux-mêmes que la logique transactionnelle qu'elle a à l'heure est pas toujours naturelle pour les acteurs du transport public par rapport au mode de fonctionnement dans le transport public. Donc, c'est possible techniquement de le faire dans TUMP, mais c'est moins adopté. Et du coup, nous, on a un travail qu'on cherche à faire dans les groupes sur lesquels on est impliqué en France, donc aussi bien le groupe covoiturage, comme je l'évoquais, mais aussi le groupe sur autopartage nouvelle mobilité, de faire le pont avec TUMP. Donc, le pont, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'on peut réviser tout ou partie de TUMP, déjà. Encore, il ne faut pas se l'interdire. TUMP est ouvert et on peut aussi faire des évolutions dans TUMP. C'est une question qu'on se pose dans le groupe de travail en question. Et si jamais ce n'est pas le cas, parce qu'on peut avoir des raisons techniques liées à l'écosystème France, de faire des choix un peu français, dans quelle mesure on peut se rapprocher de TUMP et être sur des choses qui sont le plus compatibles possible. Il y a un document que je vous recommande là-dessus qui a été publié par Mass Alliance à la fin de l'année sur la question d'interopérabilité, en se demandant, mais finalement, est-ce que je vais le retrouver par contre, en se demandant s'il y a plusieurs API, est-ce qu'on peut les rendre interopérables? Est-ce qu'on peut avoir une approche globale? Et je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment retenir notre attention et à laquelle je suis assez attaché, c'est que même si on n'a pas exactement la même API, par exemple en France, que TUMP API, stricto sensu, on peut avoir des principes de conception communs qui permettent une certaine proximité. Et peut-être même qu'on aura en France aussi un peu de TUMP API, ce qui, à mes yeux, ce serait aussi une bonne chose tout de même. Je vais vous envoyer le lien vers ce document que j'apprécie beaucoup et qui se lit très bien parce que c'est une 20aine de pages, donc c'est assez concis et assez clair.
Je ne sais pas si vous voulez réagir, Marcus, là-dessus, même sur ce que vous faites en Suisse. J'ai entendu parler effectivement que côté suisse, vous vous intéressiez au sujet. Vous, en termes de, c'est une décision qui a déjà été prise, c'est quelque chose que vous êtes en train d'investiguer, et comment ça veut dire quoi que vous voudriez l'adopter? C'est uniquement pour un projet expérimental que vous avez cité, ou c'est éventuellement pour le rendre d'application plus large à terme en Suisse? Si vous avez quelques mots à dire sur ce projet, moi ça m'intéresse beaucoup. Ou sinon, on en parlera à l'occasion. Mais en tout cas, nous, on est assez intéressés pour suivre, en tout cas, ce que vous faites en Suisse sur un sujet comme celui-ci. Et justement, être dans une logique d'interopérabilité. Et interopérabilité, en plus, ça se joue à plusieurs niveaux. Hein. Ça se joue entre pays, enfin, ce qui se passe en Suisse, en France, aux Pays-Bas et tout ça. Et puis après, elle se joue aussi à l'échelle d'un pays. Je pense que là, si vous avez le sujet, évidemment, avec les différents cantons. D'ailleurs, je sais que j'ai cru comprendre qu'en Suisse, vous êtes assez fort quand même pour arriver à faire de l'interopérabilité à l'échelle du pays, ce qui est parfois plus difficile dans d'autres pays. En tout cas, en France, on essaie de le faire aussi. Et c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça qu'on a besoin de standards. Parce que ce qui se fait à Lille, à Nantes, à Lyon et en Ile-de-France, à un moment donné, pour les usagers, comment on va passer de l'un à l'autre? Est-ce que ça va être faisable ou pas? Et ça, c'est un sujet qui est quand même un vrai sujet de préoccupation. Elsa le mieux, dans les différentes Non, pardon, ça c'est une question qu'on a déjà traitée, le RGPD. Est-ce qu'il y avait de nouvelles questions? Ah oui, avez-vous plusieurs règles sur les mises en place de plateformes? Comment gérer au mieux l'accès à la donnée par des acteurs publics et privés, RGPD, etc. C'est Claire Delabre. Alors, est-ce qu'on a des règles sur la mise en place de plateformes de plateformes masse? Oui, il y a des règles. Alors aujourd'hui, finalement, les masses, bon, on peut toujours discuter de la définition d'un masse, mais globalement, en France, les applis qui vont vers le masse, qui ont un peu d'expérience, il y a Mulhouse et Saint-Étienne qui sont souvent cités, parce que ça fait déjà 3 ans qu'ils ont eu des comptes mobilité, qui faisaient le lien entre plusieurs services de mobilité avec éventuellement des échanges de données éventuellement personnelles. En fait, l'application du RGPD, bien sûr qu'elle elle a un vrai sujet, mais quand on y réfléchit, la mobilité n'est pas différente d'autres types de services sur lesquels les échanges de données entre tiers sont monnaie courante. Hein, même, on peut penser au e-commerce, bien sûr, hein, de manière générale. Donc, ce n'est pas pour dire que c'est un non-sujet, c'est un sujet qui doit être traité de manière de la mobilité avec des particularités notamment liées au fait qu'on a une notion de localisation liée au trajet, voire de la géolocalisation, qui rajoutent une dimension un peu plus même personnelle dans les données, mais dans les transactions, en tout cas, il y a des choses à traiter en termes de RGPD, mais sur lesquelles on peut s'inspirer de beaucoup de choses existantes. Et les projets existants ont traité le RGPD. On a aussi des projets comme Grenoble qui sont en cours de lancement et qui vont fournir des retours d'expérience. C'est des retours d'expérience qu'on cherche à agréger, mais on vient de démarrer les travaux donc dans le groupe de travail CMS sur la standardisation des comptes mobilité, et où justement on est en train de faire ce travail, et donc on aura des possibilités de publier, partager des choses prochaines semaines, prochains mois là-dessus, sur ce que les uns et les autres ont bien voulu partager comme règles en la matière. Et encore une fois, il y a besoin à la fois de bonnes pratiques liées au RGPD, voilà, de comment on met en œuvre le traitement des données, qui ont besoin de s'appuyer sur des outils techniques, donc les standards, qui permettent de le faire. C'est ça l'enjeu à traiter. Mais peut-être, Claire, si vous voulez préciser même la question, est-ce que vous avez des sujets en tête, est-ce que vous-même, dans le groupe Smart City sur lequel vous êtes, s'il y a des sujets qui ont déjà peut-être été abordés, sous quel angle, ça peut être intéressant à partager. Non, mais c'est un sujet qui est abordé, mais c'est vrai qu'on voit que sur certains, quand on réduit la taille du bassin, on peut faire un masse plus petit. On peut avoir des données RH, par exemple, qui sont demandées à être montées, notamment quand on veut mettre en place des plans de mobilité inter-entreprise, vraiment sur un bassin d'emploi, par exemple. Et du coup, là, on se confronte vraiment à des problèmes sur la data, qui appartient à la data, parce qu'on est vraiment sur de la donnée privée, autre que lors de la transaction de cet ordre-là.
Tout à fait. Alors, ce sujet spécifique lié aux entreprises, c'est un sujet qu'on traite particulièrement avec l'outil Mob qu'on développe actuellement, donc qui est aussi un outil open source et qu'on développe dans le cadre avec des financements C2E et dont l'un des cas d'usage est effectivement de proposer dans un contexte d'entreprise l'accès à différents zones de mobilité, de gérer les aides financières, ce genre de choses. Et du coup, avec exactement cette confrontation aux thématiques RGPD qui du coup sont traitées dans un outil comme celui-ci et avec globalement le contexte particulier en entreprise, c'est justement que les données des salariés, elles ont aussi un statut particulier, quelque part, et qu'on est dans un niveau d'exigence qui est effectivement plus important que dans une relation commerciale, on va dire, plus classique. Et effectivement, c'est plus contraignant, hein, tout simplement, hein, parce que c'est le cadre légal et réglementaire. C'est plus contraignant. Une entreprise, à la fois d'un point de vue réglementaire, mais aussi même en termes de politique interne, hein, elle est assez vigilante. Les données qui concernent ses salariés, même dans les relations sociales qu'elle gère, elle est vraiment vigilante, au-delà même de ses obligations purement légales, à ne pas faire n'importe quoi avec, et c'est certainement heureux. Et du coup, c'est sûr que voilà, on ne va pas faire n'importe quoi dans ce type de projet, et le partage de données personnelles est plus compliqué, quoi, concrètement. Bah oui, parce que du coup, c'est pas la personne qui donne accès à ces données, c'est vraiment, il y a une tierce partie là qui est l'entreprise. Et enfin, Oui, il y a c'est des un problème qui obligations est et une beaucoup politique. plus français que dans d'autres pays. Ils ont moins ce souci-là, hein. On n'a vraiment pas du tout la même vision de la donnée personnelle au niveau international. Donc ça fait encore partie des points difficiles. Oui. Mais au Enfin, le niveau RGPD, c'est comme français, européen, quand même. Enfin, c'est toute l'Europe, oui, le oui, oui. RGPD. Après, par Ouais. rapport aux droits sociaux, ça peut être différent peut-être entre pays européens, dans le rapport aux salariés, etc. Par contre, le RGPD, c'est comme européen. Donc, Oui, après, les normes sur lesquelles on travaille, elles sont vraiment mondiales. Enfin, on sort du cadre européen et du coup, le oui. RGPD Mais ça, c'est aux à l'Europe de faire États-Unis, en valoir Chine, au Japon, ses droits, justement, et son approche. C'est un peu on n'est pas, c'est l'enjeu. pas là où on excelle. Voilà. Oui, oui, mais oui, je suis d'accord. C'est un peu le problème. Pour le coup, pour moi, en fait, le RGPD, en fait, a pas. Enfin, tout le monde en fait en fait une montagne, mais en fait, je trouve qu'il n'y a pas tant de différence que ça entre ce qu'étaient nous les lois CNIL précédentes et le RGPD, qui en fait a repris pour beaucoup l'essentiel. Par contre, la grosse différence, c'est que c'est devenu un cadre européen effectivement unifié, beaucoup plus clair, et même d'un point de vue marketing, enfin d'un point de vue image, qui est beaucoup plus clair dans la tête de tout le monde. Et l'avantage d'avoir dans le droit, c'est que ça impose à tout le monde, même quand il fait une norme, bah, du coup, de s'y adapter, quoi. Et ça rend le truc intéressant. Parce que sinon, on ne sait pas défendre notre approche, effectivement, au niveau européen. Je suis assez d'accord. Voilà. C'est pas, Là, pas quelque notre part, si métier, la norme mais ne permet pas d'être en règle avec la loi, bah, elle ne sera pas applicable, quoi. et puis, non, on la publiera pas tout simplement. Donc, Oui, c'est ça. c'est pas le but, mais justement, pour avoir des normes et pour le but, hein, là, nous, dans la philosophie qu'on a, c'est vraiment de s'adresser aux collectivités qui veulent mettre en place un MAS dynamique, voilà, leur proposer des standards pour qu'elles ne soient pas perdues quand elles mettent en place ce type de projet. Et pour ça, elles ont besoin aussi d'être sûres qu'elles puissent être conformes à toutes les réglementations applicables sur le territoire. Et du coup, ça veut dire que vous avez aujourd'hui en portefeuille, si je puis dire, des standards sur la partie gestion des données privées qui peuvent trouver leur application dans un contexte de masse, justement. Il y a Non, des à l'heure choses actuelle, sur alors lesquelles on ça peut se fait baser? partie des sujets qu'on n'a pas encore. Ah, d'accord. Voilà, c'est pas par ça qu'on a commencé. Là, on est vraiment plus sur les finalités. Enfin, voilà, comment faire un système de mobilité durable avec les 6 finalités, hein, du développement durable et comment, du coup, quand on veut faire un système de mobilité qui est plus respectueux de l'environnement, voilà, sur quel item on doit travailler pour polluer moins, pour être. Sinon, il y a un volet attractivité ou choses comme ça. Ok. Et là, au niveau international, ils sont en train de faire une remontée justement de tous les cas qui existent et qui vont traiter plateforme et choses comme ça. On est au départ, hein. C'est le début des travaux là. Ouais, c'est important d'être force de proposition, Mais effectivement, c'est pour ça que moi, je suis là-dessus. assez preneuse des retours français pour qu'ils soient bien pris en compte sur la scène internationale et qu'on ait des normes du coup, internationales qui reprennent nos problématiques françaises. Et du coup, en France, vous avez beaucoup d'acteurs impliqués à l'échelle France, justement, sur ces sujets-là qui peuvent être Il y a beaucoup contributeurs. plus d'acteurs industriels.
on a quelques gros acteurs, mais clairement, non, ce qui manque, c'est de manière pérenne, hein, c'est les collectivités. On a du mal à les faire, elles viennent ponctuellement. Mais c'est vraiment la collectivité qu'on a du mal à maintenir dans le groupe de travail. Nous, ce qu'on fait, hein, c'est que on considère que les collectivités n'ont pas forcément le temps ou les ressources pour forcément être présentes dans les groupes de travail, même si certaines le font d'ailleurs, hein, mais et du coup, on a aussi voilà, des logiques avec des formats différents pour avoir des échanges aussi avec les collectivités et faire remonter de l'information et avoir ce croisement. Et ça va être une source ça peut être un sujet de coopération entre nous. En tout cas, on serait ravis. Avec plaisir, parce que nous, on fait des petites interviews, on les invite voilà, ponctuellement. Ok. Mais c'est vrai que de manière pérenne, je n'ai pas de collectivité à l'heure actuelle. D'accord. Et sur l'aspect RGPD, clairement, alors je comprends, c'est que le sujet n'est pas encore actif à ce stade, mais on pourrait imaginer des ponts entre nous, dans la mesure où c'est un sujet qu'on commence à traiter effectivement. Avec plaisir, Et ouais. du coup, se poser des questions de comment ça peut nourrir les travaux de normalisation par ailleurs. Enfin, je pense qu'on a déjà eu l'occasion, on a eu un échange il y a quelques mois là-dessus, mais je pense que nous, on a avancé de notre côté. Et je pense que Et nous c'est peut-être un aussi, ouais, moment c'est d'avance. sûr. Voilà, Ça ça peut être mûrit, avance, donc ouais. Très bien. avec plaisir. Excellent. Excellent. Merci. Il nous reste 6 minutes. Je ne sais pas si quelqu'un a un autre thème qu'il a envie d'aborder, y compris un truc qu'on ne répond pas maintenant et on y reviendra plus tard. Mais alors, une question de Camille Combe d'ITF. C'est International Transport Forum ou je me trompe? Ouais, c'est bien ça. Bienvenue. Bonjour à tous. Je me permets de lire la question du coup. Merci pour l'organisation de cette session. Merci d'être là. Sur l'atteinte des objectifs publics, les acteurs publics doivent pouvoir avoir accès à certaines données, notamment personnelles, en temps limité pour s'assurer du respect des règles. A-t-on des exemples concrets aujourd'hui de standards hors MDS qui permettent cela? Alors, puisqu'on se met à parler de standards et de benchmark de standards, c'est une perche qui m'est tendue pour faire de la publicité pour le benchmark qu'on a fait sur les démarches de standardisation. Yann nous propose de partager le lien. En fin d'année, on a regardé un certain nombre de standards, on va dire, liés à l'écosystème masse pour regarder ce qui se faisait, mais aussi comprendre comment c'était fabriqué. Et donc, on a regardé MDS, mais là, si on me demande de ne pas en parler, je vais en parler. Je vais juste dire comme que c'est un standard nord-américain et qui, effectivement, alors, l'une des critiques qui peut lui être faite, ou qui lui est faite parfois en Europe, c'est de dire justement, dans son approche des choses, elle n'est pas très RGPD, ou pas forcément, ou en tout cas, peut-être qu'on peut considérer que c'est compatible avec le RGPD, et il y a par exemple, il y a Grand Lyon qui je sais qu'il l'utilise et quelques autres collectivités en Europe qui l'utilisent et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compatibles RGPD, mais en tout cas, on va dire que le mindset effectivement derrière MDS n'est pas forcément très RGPD. Et du coup, il y a une initiative aux Pays-Bas qui vient de se lancer qui s'appelle CDSM. C'est très, très codé, hein, c'est comme MDS. Et ne me demandez pas ce que veut dire CDSM parce que là, comme ça en live, je ne saurais pas vous répondre, mais en cherchant, je vais trouver. Et du coup, on l'a documenté justement dans le benchmark que vient de vous partager Julie, parce que c'est notre spécialiste documentation de tout ça. Et donc, sur notre wiki, il y a le benchmark standard mass et on a un lien direct vers le sujet CDSM. On a un petit résumé de en quoi ça consiste. Et en gros, donc c'est porté par des acteurs encore au Benelux. D'ailleurs, c'est le TOMP Working Group. Donc, c'est ceux qui ont travaillé sur la TOMP API qui travaillent sur ce sujet-là et qui reprennent certains éléments de MDS, mais en s'en écartant assez largement et qui essayent en gros de faire un MDS à l'européenne. Et qui du coup traite vraiment de ces sujets-là. On doit approfondir un petit peu avec eux ce qu'il en est. Alors nous, il se trouve que par rapport à nos focus projets actuels, c'est pas tout en haut des priorités, mais c'est quand même un sujet qu'on aborde assez régulièrement avec les DV des AOM, de comment on peut effectivement partager la donnée personnelle ou potentiellement personnelle dans un contexte de système de mobilité pour des logiques de régulation. Donc le rôle des acteurs publics. Et la manière dont ce standard CDSM pourrait y répondre, ou alors, parce que donc, on a échangé avec MDS, eux ils étaient intéressés par est-ce qu'on fait une extension d'MDS en Europe qui soit différente. En gros, CDSM a démarré dans cet état d'esprit de dire tiens, on va faire une adaptation d'MDS, mais ce que j'en ai compris à ce stade des échanges, c'est que globalement, ils s'éloignent beaucoup de MDS et ils repartent avec une nouvelle philosophie, peut-être plus Pays-Bas, Europe, quoi. On pourra en reparler à l'occasion. C'est un sujet qu'on doit approfondir.
Merci beaucoup. Je peux éventuellement aussi partager avec vous Bien sûr. un rapport qu'on avait publié sur l'exemple bruxellois, parce que c'était une étude que Bruxelles avait commandée, ou en tout cas sur laquelle Bruxelles avait travaillé avec l'ITF, justement sur ce sujet-là, moins sur un aspect technique de comment il faut faire techniquement, mais plus sur un aspect principe, c'est-à-dire comment arriver à tout ça. Et je pense que ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est, et c'était aussi l'objectif et l'objet de ma question, c'était de distinguer deux types de data sharing, je vais dire. Un côté vraiment data sharing entre les acteurs et les opérateurs pour permettre la construction de ce marché masse, et de l'autre côté, un partage avec les autorités publiques, là plutôt pour s'assurer de l'atteinte des politiques publiques, et qui du coup n'appellent pas tout à fait les mêmes, les mêmes compétences. Je suis très preneur de ce rapport, et si je vous partage je peux le partager dans le chat pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis, je partage ça. Comment on fera un mini compte rendu, on pourra le mettre dans les réponses. Mais très intéressant, je me rappelle l'avoir lu en plus, donc je suis très intéressé de le lire. Excellent. Et ça fait plaisir de se recroiser, Camille. On s'était croisés WeShare faire de la cité à l'époque. Oui, c'est ça. Plaisir partagé. On fait signe qu'il ne reste que 30 secondes, donc qu'a priori, il va falloir qu'on s'arrête là. Merci Camille pour le lien. Mais écoutez, moi je vous propose d'arrêter là. L'idée c'est que on a prévu nous proposer le rendez-vous de manière mensuelle. Donc comme il y avait des gens et qu'on a eu un bon échange, il n'y a pas de raison qu'on ne le repropose pas à fin avril. Donc on proposera une date, c'est pas forcément pour les mêmes personnes d'ailleurs, mais c'est vraiment très très ouvert. On reproposera une date, et puis nous on va essayer de documenter à minima un petit peu là ce qui s'est dit ce matin. Les questions on les a déjà documentées, et puis on remettra un peu les liens pour tous ceux que ça intéresse. Et moi j'ai appris des choses aussi. Je pense que je mettrai tout sur un compte rendu sur le wiki, tout simplement. Oui, on partagera le lien à tous ceux qui s'étaient inscrits. Et je remettrai les questions, et j'essaierai de faire un résumé des réponses. Voilà. Et écoutez, en tout cas, merci d'être venu ce matin. J'ai eu plaisir à ce premier format où on découvre les choses. Et en plus, j'ai appris des choses, donc moi, personnellement, je suis content. Et écoutez, je vous souhaite une bonne journée. La journée a bien démarré. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Salut. Au revoir.